Brisset-Deneau qui écrivent, je pense qu'ils ont 2 éditions maintenant, d'une petite édition qui parle de la loi sur les mines et de ses incidences sur le Code civil du Québec. Donc nous, dans un mémoire que j'avais co-réalisé avec des collègues à la chaire de responsabilité sociale et développement durable l'UQAM et aussi le groupe de recherche sur les activités minières en Afrique, on avait déposé en octobre 2007 au ministère des Ressources naturelles et de la Faune un mémoire. Un mémoire dans lequel on notait que le principe du free mining de la loi sur les mines du Québec avait pour effet, dans bien des cas, de privilégier l'exploration et l'exploitation minière comme mode de développement du territoire par rapport à d'autres types d'utilisation du territoire. Puis il fournissait aussi un contexte légal avantageux, voire même très avantageux pour les entrepreneurs miniers. En contrepartie, on soulignait aussi que les citoyens et les communautés, un peu partout sur le territoire, avaient peu de recours face aux détenteurs de droits miniers, ce qui limitait, ou ce qui limite toujours, leur capacité d'influer sur les choix d'utilisation du territoire. Et plusieurs ont noté que la loi sur les mines entre en conflit avec d'autres lois, que ce soit au niveau de ses principes ou même de certains articles. Par exemple, le Code civil du Québec, article 947, 952, la Charte québécoise des droits et libertés et de la personne, article 6, 7, 8, la Charte canadienne des droits et libertés, article 7, la loi sur le développement durable, ses principes, entre autres, principes de consultation, d'information, de participation citoyenne, puis à la limite même la loi sur la qualité de l'environnement. On va y revenir un peu plus loin. Si je donne un exemple de ce que l'avocat William Amos, d'Éco-Justice, mais aussi de l'Université d'Ottawa, il soulignait il a critiqué le fait que la loi sur les mines du Québec affaiblit ou semble même contraire aux articles que je vous ai cités du Code civil du Québec, ainsi que de la Charte des droits et libertés de la personne, notamment en ce qui a trait, là je cite, droit à l'inviolabilité, à l'intégrité et à la vie privée de la personne. C'est aussi ce qui a amené le professeur de droit Denis Claude Lamontagne et l'avocat Jean Brisset-Deneau à proposer que le Code civil du Québec, à défaut de modifier la loi sur les mines du Québec, au moins à modifier 1 ou 2 de ces articles pour mieux refléter en fait la réalité qui est celle que vous, comme propriétaire privé, comme propriétaire de chalet par exemple, vous avez en fait peu de pouvoir face aux droits miniers qui se situent en sous-sol. Qu'est-ce que c'est le free mining? Comment s'applique-t-il au Québec? Là, je vais essayer de vous faire ça rapidement. Une description. Essentiellement, c'est un droit de libre accès aux ressources minières d'un territoire. Il n'y a pas juste au Québec où il y en a, où le principe du free mining s'applique. Colombie-Britannique, territoire du Nord-Ouest, Ontario, peut-être jusqu'à tout récemment, peut-être que ça va changer bientôt parce qu'ils sont dans un processus de réforme de la loi sur les mines en Ontario. De façon plus spécifique, il y a 3 types de droits qui sont conférés par le principe du free mining. 1, le droit d'accéder à la majorité du territoire pour prospection et acquisition de titres miniers. 2, le droit de s'approprier la ressource minérale à l'aide d'un claim. 3, le droit d'effectuer des travaux d'exploration et d'exploitation. Au Québec, comment ça s'applique? Actuellement, environ 80 à 85% du territoire québécois est ouvert à la prospection et à l'acquisition de titres miniers, principalement le claim. B, le permis de prospection, il est facilement accessible, ouvert à tous pour quelques dizaines de dollars. Vous et moi, on pourrait en acquérir un. Le droit de s'approprier la ressource minérale à l'aide d'un claim. Ça aussi, c'est ouvert à tous. Moyennant quelques dizaines de dollars, on peut acquérir un claim. Comme je le disais, depuis les années 2000, début 2000, on peut le faire maintenant via Internet, via le système Click and Claim. 3, le droit d'effectuer les travaux d'exploration et d'exploitation. Les principales conditions actuellement pour passer à l'étape d'exploitation d'une mine au Québec, démontrer le potentiel économique, c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut obtenir un bail minier
pour éventuellement produire, comme débuter une mine, il faut qu'elle démontre au ministère des Ressources naturelles et de la faune qu'il y a un indice que ce gisement-là ou ce gîte-là puisse être exploité avec profit. C'est pas une condition qui est très difficile à atteindre. Deuxième condition principale, ça prend un plan de restauration avec une garantie financière de 70%. Encore une fois, c'est de la compétence du ministère des Ressources naturelles et de la faune et non pas du ministère de l'Environnement. Quoique, apparemment, ils consultent le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de l'Environnement avant d'approuver le plan de restauration. Il y a des problèmes à la coalition que nous, on souligne par rapport à l'approbation de ce plan-là, l'échéancier, le niveau de garantie financier qui est ici à 70%, on pense que ça devrait être à 100% comme ça existe dans d'autres juridictions, et le mode de versement de cette garantie-là aussi permet actuellement aux compagnies de repousser d'année en année le versement de cette garantie-là. Problèmes qui ont été aussi soulignés dans le rapport du vérificateur général du Québec il y a maintenant environ 4 semaines. Troisième condition principale, un certificat d'autorisation environnementale du NDDEP en fonction de la directive 019, comme Edith Van der Waal nous en a parlé tout à l'heure. Cependant, on pense que ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'avec le principe du free mining et ces trois, types de droits qu'il confère, donc accéder à une majorité du territoire, le droit d'acquérir un claim minier, une fois que tu as ton claim, les droits miniers t'appartiennent en tant qu'entrepreneur minier, et tu as le droit d'y effectuer des travaux d'exploration et d'exploitation. Et pour passer à l'étape d'exploitation, c'est les trois conditions principales. Et à notre avis, à la coalition, et d'autres l'ont observé aussi, c'est assez facile, en fait, de passer toutes ces étapes-là. Et quelques petits exemples que j'ai décidé de vous mettre ici sur cette diapo. Là, il y a un petit défaut de présentation. C'est qu'en fait, en réalité, il y a très peu d'évaluations environnementales publiques qui sont faites dans le sud du Québec, à cause d'un seuil arbitraire qui a été fixé à 7000 tonnes par jour. Donc, une mine qui produit moins de 7000 tonnes par jour n'a pas à faire une évaluation environnementale publique. Et les citoyens n'ont pas la possibilité de recourir au bureau d'audience publique sur l'environnement. Pour vous donner un exemple, en 2008, sur 22 ou quelques mines de métaux, il y a 4 ou 5 mines, je pense, qui est en haut de ce seuil-là. Pour vous donner un autre exemple, dans l'histoire du Québec, qui compte maintenant à peu près 150 mines, 200 mines, à ma connaissance, il y a seulement une mine qui a été refusée dans l'histoire du Québec, celle d'Oka, pas loin de Montréal. Il semble aussi qu'il y a très peu d'encadrement au niveau des travaux d'exploration. Et ici, vous avez quelques images de qu'est-ce que peut constituer des travaux d'exploration. On entend souvent de la part de l'industrie que l'exploration, ça n'a pas d'impact. À mon avis, c'est faux. Un des problèmes qu'on a au Québec actuellement, c'est qu'on ne considère pas l'impact cumulatif que peut avoir l'exploration. Actuellement, en 2008, il y avait pas loin de 400-500 projets d'exploration un peu partout sur le territoire, souvent concentrés dans des zones, par exemple, comme en Abitibi, dans le secteur de la baie James, Nunavik, certains secteurs de la Côte-Nord. Quels sont les impacts cumulatifs de 400-500 millions de dollars de travaux d'exploration, souvent concentrés? À ma connaissance, il n'y a aucune étude qui s'est penchée sur la question jusqu'à maintenant. Et puis on peut voir que l'exploration, oui, il y a des étapes préliminaires qui ont peu d'impact, la prospection de base, l'exploration préliminaire, mais à partir d'un certain stade, on passe au forage, on a des dizaines de forages, voire des centaines, des tranchées qu'on fait un peu partout sur le territoire, des camps miniers, etc., etc. Et à ma connaissance, et peut-être que